Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de Studio Kalangou, le forum de la presse que vous pouvez suivre sur nos 52 et 7 télévisions partenaires. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la visite de 112 heures du président de la République Bazoum Mohamed dans la région de Dosso. Ensuite, nous parlerons de la situation humanitaire dans la région de Tillabéri, dressée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires le 30 septembre 2022. Enfin, nous parlerons d'Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer. Pour discuter, nous recevons dans ce studio Madame Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Sidou Ousmane Doumbia, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Nous débutons ce forum de la presse par la visite de travail de 72 heures du président de la République Bazoum Mohamed dans la région de Dosso. Le président a débuté sa tournée par l'étape de Gaïa avec la visite de l'aménagement hydro-agricole de Sakonji-Birni et la laiterie de Gaïa, entre autres. Alej Suleiman, je commence par vous. Quelle autre information avez-vous donc sur cette visite du président de la République dans la région de Dosso? Le président de la République a également, ce qu'on a vu, il a fait des rencontres, par exemple à Gaïa, en plus donc de ce que vous avez dit, le sanitaire, le chantier donc, des sociétés routières. Il était au camp Agali également, il a fait des meetings avec des populations. Je pense qu'il a tenu un message, en tout cas un discours à Tibiri. Oui, justement, nous allons passer un extrait. Justement, je pense que ce qu'on retient, c'est cette visite de proximité. Un exemple pour dire que c'est cela en réalité, aller sur le terrain, un village qui s'appelle, je crois, Gatawani, où le président, les gens ont un problème d'eau très très crucial. Quand les gens ont voulu que le président vienne, mais je crois au niveau du protocole, les gens ont voulu que le président vienne. Quand il a eu vent de ça, je pense, et on a dit il est allé. Et quand il est allé, justement, ces gens ont dit depuis aujourd'hui, ils n'ont pas vu le président. Mais ce qui est important, c'est qu'il a pris des dispositions pour régler le problème de l'eau, parce qu'il y a eu des initiatives qui ont été bloquées. Mais le président a instruit pour que désormais ce soit réglé. Je pense que c'est une très très bonne chose. À savoir que souvent, de loin, on peut ne pas effectivement s'imprégner directement de cette affaire. En tout cas, au niveau de ce village, vous ne pouvez pas imaginer la réaction des villages, selon en tout cas notre reporter. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est dire que, et quand par exemple, moi, au niveau du camp Agali, lorsque je parlais aux soldats, donc, que bon voilà, moi je suis venu vous dire que je suis satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Voilà votre vocation. C'est une initiative à saluer. Le président dit aux soldats que vous, ici, par exemple, l'opération d'Amis, c'est une forme de réponse qu'on voudrait en tout cas. Mais votre vocation principale, vous, c'est d'empêcher le ravitaillement logistique des terroristes, ça notamment empêcher l'accès des motos et des armes. Ça, je pense que c'est la vision qui est derrière cela. Mais aussi, moi, je pense qu'en termes de motivation, venez dire aux soldats, ils ont besoin quand même aussi de cela. Autrement dit, quand on voit comment les soldats font des sacrifices, souvent tu es tué comme ça, mais quand on vient effectivement te montrer vraiment la reconnaissance de la nation et que voilà, on te motive, vraiment ça donne un peu de courage. Et je pense que de cette vision, en tout cas, on a ça vraiment, si on veut freiner en tout cas le tourisme, ça absolument la question du ravitaillement en carburant et en moto, il faut qu'on trouve une solution. Sinon, justement, une fois que cela, il faut observer quand même une certaine accalmie, en tout cas, sur notre territoire. Donc, je pense que la région de Dosso est l'une des régions où il y a un peu d'accalmie en matière de sécurité. L'autre élément, en tout cas, qui a attiré mon attention aussi, c'est la vision en termes maintenant de capitaliser les ressources en eau du département de la région de Dosso, parce qu'il a dit la région de Dosso a des ressources importantes en eau qui ne sont pas donc utilisées. Il fallait donc maintenant
donc asseoir un parc agro-industriel, en tout cas dans le sens de permettre aux jeunes de ne pas dépendre de la pluie. Bon, je pense que ça c'est le programme du président, mais je pense que quand même quelque part aussi, ça montre clairement dans ces conditions que venir en tout cas faire cela, vous savez aussi, c'est aussi le challenge aujourd'hui quand on voit un tout petit peu, on reproche par exemple à l'ancien président pendant son mandat, il ne sortait pas assez. Il n'allait pas Mais le style à la rencontre de la population. le style de Bazoum, lui, il va avec la population, il prend des bandes de foule dans un contexte sécuritaire aussi. Tout cela est de nature à montrer qu'effectivement, quand même, il y a un peu, malgré tout, la situation elle est dégradée, mais quand même, on arrive à sortir. Le président peut sortir, en tout cas, rencontrer la population. Donc, bref, je pense que en démocratie, venir écouter les gens, vraiment s'emparer de leurs problèmes et éventuellement ce qui est urgent. Par exemple, sur la question de l'eau, il y a beaucoup de villages qui ont des problèmes d'eau. Mais votre président dit, en tout cas, à la personne de Dosso, où vraiment, moi, ce que je voudrais faire, je vais d'abord, j'ai déjà identifié là où le problème se avec acuité. Donc, je vais d'abord régler ces problèmes là où c'est urgent. Le reste, il y a un programme. Donc, il a parlé également de l'élection rurale où il a dit par exemple, dans la région de Dosso, il y a donc le projet, c'est 400 villages qui vont bénéficier et donc bientôt. Bref, bon, je pense que c'est le programme. Justement, oui, il s'est appesanti à Tchibiri sur la question des énormes potentialités hydriques que regorge cette zone. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République. La région de Dosso dispose de ressources en eau plus que les autres régions du Niger. Car une étude faite il y a une année de cela a montré que les vallées de la région de Dosso, la vallée du Dalol Bosso, Dalol Foga et Mauri, leur nappe regorge plus de 560 milliards de mètres cubes. Ces eaux, lorsqu'elles sont exploitées, peuvent servir à la culture de contre-saison sur 2 millions d'hectares. La vallée quittant Sukukutan et Dogonkria, passant dans le sud de Matankari, traversant Koremairoua, Gesheme, Karakara, Zabori, Bana pour aboutir à Gaya, cette étendue pourra à elle seule servir pour une contre-saison de 1 million d'hectares. Notre présente visite est une occasion de voir les réalisations possibles. C'était là donc le président de la République, Bazoum Mohamed. Vous l'avez entendu, les énormes potentialités hydriques que regorge la région de Dosso. Mais Mouna, selon vous, quelles peuvent vraiment être les retombées d'une telle visite du président dans cette région? Les retombées, Nafisa, je pense que comme nous sommes, d'abord c'est à deux niveaux. Je vais situer son déplacement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est aller s'enquérir des conditions de ces populations-là. Les conditions sanitaires, les conditions éducatives, les conditions d'infrastructure pour cette région. Et deuxième niveau, c'est par rapport à l'insécurité également. Donc, vous l'avez si bien dit, c'est une région qui est un peu stable par rapport aux autres régions. Oui. En tout cas, par rapport aux autres régions, Dosso n'est pas trop cité, frappé par cette insécurité. Donc maintenant, il faut prévoir les dispositions nécessaires pour que ça ne soit pas aussi une région affectée comme les autres régions qui sont dans cette situation. Maintenant, bien que dans une partie de cette région à Dogondouchi, on fait face souvent à certains enlèvements de population. Oui, on fait, oui, c'est pour ça que j'ai dit, il faut prévenir, donc il faut essayer de recadrer les choses pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin à cette situation au niveau avant que ça ne soit justement dans toute la région de Dosso. Donc, ce que sa visite on peut tirer de cette visite, c'est qu'il a parlé de potentiel en eau. Donc, pour lui, aujourd'hui, il n'est pas du tout... la région, la population doit saisir de cette opportunité, de ces nappes souterraines, pour que ça soit bénéfique, non pas seulement à cette population, mais également pour les autres aussi. La culture de contre-saison, si aujourd'hui on peut utiliser ces nappes souterraines pour pouvoir faire travailler des jeunes, les amener à aimer la culture de contre-saison, je me dis que ça aussi c'est une retombée pour tout le Niger. Donc
parce que nous savons que d'habitude, c'est la région d'Agadez, les produits viennent de la région d'Agadez, mais si aujourd'hui, mais si aujourd'hui ici dans la région de Dosso, on peut également espérer à ce qu'on arrive à mettre ces différents agrumes et autres là, mais je pense que on espère donc vraiment que on la gagne. population On gagne et la population doit prendre conscience de cette richesse. Mais prendre conscience de cette richesse comment? C'est à l'État d'abord de faire en sorte que les nappes souterraines soient exploitées de manière à ce que celui-là ou bien ces populations puissent accéder rapidement. Mais en quoi faisant? En créant des aménagements? Des aménagements hydro-agricoles. Et en faisant en sorte qu'aujourd'hui, qu'il y ait plus de forage, plus de... pour que ces populations puissent accéder. D'accord. C'est ça, en fait. Alors vous, Sidoukou, que dire sur cette visite du président de la République à Dosso? Une visite qui, si on s'est fait suite à plusieurs autres dans certaines régions du Niger. Justement, vraiment, il vous souviendra que sur ce même plateau, nous avions eu en son temps à saluer l'initiative parce que elle coupe carrément avec l'autre gouvernance. Le président n'a fait le choix d'aller sur le terrain, constater de visu, sans qu'on ne lui rende compte, même si on lui rend compte, en tout cas, aller de vive voix, échanger avec ces populations-là, voir les voies et moyens à travers lesquels les difficultés, ça n'en manque pas, les attentes, ça n'en manque pas. Maintenant, dans la mesure du possible, tenter de les solutionner. L'initiative en elle est salutaire et louable dans la mesure où il a eu à rencontrer les populations. Même si vous l'avez si bien dit, Dosso, il y a pratiquement une accalmie sur le plan sécuritaire, mais tout de même, il ne faut pas baisser la garde. La preuve, on lui a soumis des doléances. Vous savez, Dosso est confronté à travers ses différents départements à 3 types de problèmes. Le premier problème, c'est lié au phénomène sécuritaire qui est le kidnapping. Le deuxième, c'est la fraude des hydrocarbures, le trafic de drogue. Ces 2 premiers aspects-là, même si ils sont endogènes, il y a un autre aspect, vous savez, les conflits agriculteurs-éleveurs. Donc, c'est autant de problèmes qui, à travers la rencontre avec les différents acteurs, auront permis en tout cas de toucher du doigt les réalités de ces populations-là, d'échanger avec elles et trouver les voies et moyens à travers lesquels on pourrait quand même amener à un début de solution. Et dans une des localités, on lui a soumis le problème sécuritaire, il a instruit qu'il y ait un peloton de la garde pour ce que et mieux, et dans une autre, il a même demandé à ce que la gendarmerie soit renforcée en moyens logistiques. Il a profité aussi pour annoncer des réalisations, notamment l'électrification de c'est 400 villages, non, sinon plus. Donc vraiment, c'est une bonne chose. C'est une initiative à saluer. Maintenant, aller constater de visu, écouter les attentes. Il ne faudrait pas qu'au retour, que cela soit sans suite. Il faudrait que ça soit relancé et pour qu'effectivement, ces visites terrain-là qui sont à saluer puissent vraiment continuer à produire l'effet escompté. Moi, je pense que l'initiative, elle est à saluer. Il faudrait qu'elle s'inscrive dans la durée. Et moi, je pense que ainsi, même si il serait illusoire de croire que tous les problèmes seront résolus, mais quand même je pense qu'en allant tâter sur le terrain, toucher du doigt les réalités, c'est une bonne chose. Ça lui permettra effectivement d'avoir ce feedback aussi bien des attentes tout comme du niveau d'exécution des promesses qu'il a eu à faire pour la mise en œuvre de son programme de des visites terrain donc du président qui sont à saluer. El Haj Suleiman, sur quoi mettre davantage l'accent pour que ces visites soient bénéfiques même à la population? Il faut mettre l'accent sur le fait que comme maintenant on voit il y a des recommandations, ce qui a été identifié comme problème effectivement, le président des instructions, le plus important qui peut rassurer la population, c'est qu'effectivement les instructions soient exécutées. Vous voyez par exemple sur la question sécuritaire, j'insiste encore, venir parler directement aux soldats, parce que tout comme effectivement les populations elles-mêmes, souvent le soldat, vous savez, au niveau de la hiérarchie donc, militaire, je pense que quand le président va venir, c'est vrai, en termes de communication, les gens vont écouter le message du président, mais je pense que c'est toujours bien de venir
parler, permettre aux gens en tout cas de s'exprimer, les motiver. Et c'est important. Et je pense que sur cette question, le président parlait avec l'opération d'Amissa. C'est-à-dire que c'est vraiment, moi j'ai vu de cela la vision de que nous, vous ici à Dosso, voilà votre vocation. Voilà ce que vous devrez faire. Et on va vous renforcer, on va vous donner les moyens pour le faire. Parce que je pense que si on s'organise, on connaît très bien qu'il a vraiment donné, il a bien renseigné que voilà comment ça se passe. Les bénis du Nigeria nous viennent avec des motos et du carburant. Et voilà là où ils vont vers un peu partout, en tout cas. Donc vraiment, je pense que le résultat doit être vraiment atteint. C'est-à-dire qu'on donne suffisamment les moyens et avec le suivi, on peut espérer effectivement, lorsque le terrorisme n'a pas ce traitement logistique, nous pensons qu'effectivement notre pays va être sécurisé. Parce que l'autre défi, c'est justement de l'autre côté, puisqu'il dit que Tillabéri peut amener jusqu'au Mali pour éviter les terroristes. Maintenant, quand je reviens sur cette question donc au niveau, par exemple, justement, c'est un bon moment, en tout cas, c'est presque à la fin de la campagne agricole. Et c'est une zone qui a été vraiment... La visite, par exemple, de trucs laitiers, on voit effectivement cette volonté de booster le privé, le secteur privé, effectivement, investir. On a vu vraiment la dame qui a la laiterie, vraiment. Oui. Ça donne en tout cas, parce qu'elle a besoin en tout cas d'étendre son expertise, en tout cas au niveau national, parce qu'elle a fait montre véritablement qu'elle sait faire cela. Donc il faut qu'elle occupe tout, en tout cas, l'espace national. Donc il faut donc vraiment les aider en tout cas à faire des affaires. Mais vraiment, véritablement, lorsque le président dit, en tout cas, nous avons de l'eau qui fait en sorte qu'on ne peut plus attendre de la pluie. Nous pouvons, avec ce qu'on a comme potentiel hydrique, en tout cas, travailler pour qu'on puisse, en tout cas, non seulement nourrir les Nigériens, mais aussi faire des affaires avec ce qu'on a. Nous allons donc clôturer ce premier sujet. Nous espérons vraiment que cette population de la région d'Agadez, de Dosso, autant pour moi, puisse prendre conscience de cette richesse que regorge leur région et que ces visites, qu'on espère vraiment des résultats positifs. Deuxième sujet du forum de la presse de ce jour, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, dans un rapport publié le 30 septembre 2022, donne un aperçu sur la situation humanitaire de la région de Tillabéri. Pour les mouvements des populations en fin août, près de 45 000 nouveaux déplacés fuyant les exactions des GAN ont été enregistrés dans la région. 14 villages agricoles sur les 2179 que compte la région n'ont pas effectué de semis cette année malheureusement et au moins 25 marchés hebdomadaires ont été fermés. Et au 30 septembre, 8 centres de santé intégrés et 20 cases de santé communautaire sont non fonctionnels et 817 écoles sont fermées sur 2678 que compte la région. Alors, Sidikou, comment vous appréciez la situation humanitaire dans la région de Tillabéri suite à ce rapport de la... Je l'apprécie à sa juste valeur et je ne suis nullement pas surpris. Comment voulez-vous qu'il y ait des rendements agricoles quand les populations sont sommées de quitter leur environnement? Comment voulez-vous que dans le domaine sanitaire, qu'il y ait une amélioration significative à partir du moment où les agents de santé sont menacés en fermant les centres de santé? Comment voudrez-vous que les populations soient sécurisées à partir du moment où on leur impose le prélèvement de la zakat? Oui. Bref, tous ces aspects réunis ne font qu'aggraver la situation. Et la preuve, vous voyez, les choses ne vont que de mal en pire. Des écoles fermées, des centres de santé fermés, des populations sommées de quitter leur lieu. Donc, vraiment, je pense que le cocktail est assez saturé et la situation, elle est tout sauf reluisante. On ne peut que... on ne va pas jouer les défaitistes, mais quand même, la situation, elle est inquiétante. Elle ne fait que préoccuper davantage. Occasion vraiment de lancer cet appel, cet énième appel de détresse à la limite à tous les acteurs. Chacun dans sa sphère de responsabilité, vraiment, à jouer sa partition, à jouer pleinement le rôle qu'il y a dévolu. Dans un premier temps, vraiment, l'État a cette obligation
de prendre sur lui, vraiment à un fort pourcentage, la résolution de ces différents problèmes. Oui. Dans un second temps, c'est vraiment diversifier vraiment les partenaires où qu'ils se trouvent pour qu'effectivement ces derniers puissent aider ce même État vraiment à sécuriser aussi bien ces populations, à préserver l'intégrité du territoire et vraiment à préserver leurs biens, si bien il y en a, puisque vous avez vu, tantôt ils sont sommés de payer la zakat, tantôt ils sont sommés de donner des têtes de bétail. Oui. Tout ça réuni vraiment, elles sont à plaindre, mais à cœur vaillant, on dit rien n'est impossible. C'est des gens assez résilients, mais tout de même, il faudrait que l'État joue son obligation première de préserver l'intégrité territoriale, leur assurer leur sécurité et ainsi que la préservation de leurs biens. Justement, parlant de la situation humanitaire, on sait que ce sont des milliers de personnes, de villageois qui sont obligés de quitter leur village. Et là, c'est le besoin humanitaire qui s'impose. Quels peuvent vraiment être les défis majeurs de la réponse humanitaire dans cette localité? Vraiment, l'un des premiers défis, c'est vraiment ces deux populations, vous l'avez si bien dit, qui sont allées, qui sont sommées de quitter. C'est vraiment créer les conditions pour leur, je ne sais pas, c'est leur relogement ou leur repositionnement et créer ces mêmes conditions pour que ces populations d'accueil-là acceptent de cohabiter, de bien vivre avec leurs frères qui se trouvent dans une telle situation de détresse. Moi, je pense qu'en menant une offensive, que ce soit sur le plan de la communication, sur le plan de la sensibilisation, c'est d'arriver dans un premier temps à ce que ces populations-là, elles-mêmes, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles ont quitté leur habitation première. Donc vraiment, il ne faudrait pas qu'elles se sentent comme des étrangères dans leur propre pays. C'est là où je dis il faut que les populations d'accueil vraiment soient conciliantes. L'hospitalité, vraiment, notre pays est connu pratiquement dans toutes les contrées. Cette hospitalité, elle est légendaire. Il faudrait qu'elle se matérialise en acceptant de vivre et de faire avec. C'est vrai, quand des gens viennent chez vous, vous avez cette inquiétude peut-être de la répartition des terres, de la répartition des biens, la répartition des services sociaux de base. Mais tout de même, moi, je pense qu'elle doit vraiment les accepter comme tels pour que ces derniers, indépendamment de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur chair et dans leur âme, du fait de la situation qui leur est imposée, et pour que vraiment ils se sentent au moins chez eux. Et dans un second temps, l'État doit accélérer franchement puisque ces populations, vous voyez, c'est la rentrée, donc maintenant imaginez, il y a des écoles fermées malheureusement. Des écoles fermées, et là où est-ce qu'ils vont partir, imaginez la pléthore d'élèves, mais à l'impossible, nul n'est tenu, on va faire avec et les conditions doivent être créées. Mais Mouna Diado, une situation humanitaire dégradée, quel impact cela pourrait avoir sur le développement même de la région? Mais sur le développement de la région, avec ces écoles qui sont fermées, des cases de santé fermées, des populations en masse déplacées, les marchés fermés, les marchés hebdomadaires fermés, mais c'est trop grave en fait pour cette région. C'est trop grave également pour ces populations qui sont dans cette situation-là. On ne peut pas développer une région avec tous ces problèmes-là que vous venez d'énumérer. C'est pas facile. Et ça affecte également d'autres régions. Ça va affecter d'autres régions, par exemple. Parce que quand je vois ces populations-là, ce sont des populations qui sont en détresse. Ce sont des populations qui ont besoin de trouver refuge ailleurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont tout simplement, parce que aujourd'hui, quand je prends le cas de Niamey à côté de Tillabéri, ces populations vont se ramener vers la région de Niamey et vous voyez comment que les choses vont se faire avec ces populations-là. Niamey, déjà, nous sommes Mais déjà... Mais qu'est-ce que vous pensez même de la réponse humanitaire qu'il aurait réservée? Mais la réponse humanitaire, c'est comme si rien n'est fait jusqu'à présent. C'est comme si sur le terrain, on fait, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et on l'avait déjà dit ici, auparavant, qu'il faut mettre l'accent surtout sur les écoles qui sont fermées, les champs aujourd'hui, les populations qui n'ont pas pu cultiver. Parce que ça, là, c'est un gros problème. Il y aura la famine. Mais comment est-ce qu'il faut répondre à cette situation de famine à temps pour mettre à l'abri ces populations-là? Comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces 800
plus de 800 écoles fermées puissent réouvrir. Et même s'ils ne peuvent pas réouvrir, avoir au moins un mécanisme pour pouvoir soulager certaines populations. Mais est-ce que vous pensez que les communautés locales aussi ont leur rôle à jouer dans cette réponse humanitaire? Non, les communautés locales ont leur rôle à jouer. C'est au niveau donc peut-être de ce qu'on leur distribue, ce qu'on leur donne, comment est-ce qu'il faut exploiter le peu qu'on leur donne. Parce que ce n'est pas suffisant. Donc maintenant, il faut également... Garantir un relogement sur des sites. Voilà. Tout ça là, je pense que la population aussi doit s'y mettre pour là où on vous donne, il faut vous patienter, il faut rester, il faut accepter en tout cas d'être relogé là où on vous donne. Maintenant, l'accompagnement qu'on fait, ce n'est pas un accompagnement à long terme. C'est juste quelque chose qui va vous mettre un peu à l'abri. Maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez essayer d'utiliser ce qu'on vous donne. Et à l'État, parce que c'est ça le gros problème. L'État doit garantir la sécurité pour ces populations. Même si on vous donne telle tonne de mil ou telle tonne de riz, tant que vous n'êtes pas en sécurité, ça ne va pas résoudre le problème, ça ne sera pas bénéfique. Alors, Elhadj Mohamedou Souleymane, cette situation vraiment qui prévaut dans cette région de Tillabéri, que dire sur la situation même en tant que telle? Quelle appréciation vous faites vous-même? La situation, comme l'a dit Memouna, c'est un peu sécuritaire. On l'a souvent dit, quand il n'y a pas de sécurité, tout est remis en cause. Lorsque effectivement la sécurité manque, vous voyez, les gens, ce qui va amener les gens à quitter le village entier, leur localité pour aller ailleurs. Et ils ne se sentent pas en sécurité. Vous voyez, les écoles sont fermées, les centres de santé, les marchés. Donc c'est vraiment une négation de la vie. C'est-à-dire que véritablement, notre vœu, c'est que la situation de sécurité de façon générale, globale, en tout cas au niveau de cette région, en tout cas, qu'on puisse accélérer, en tout cas, qu'on puisse voir, en tout cas, trouver la solution. Parce que cela, en vérité, on se souvient justement à un moment le soulèvement où les gens ont voulu, au niveau de l'Anzourou, quitter, en tout cas, vous voyez. Donc, en fait, ces phénomènes, malheureusement, on les observe tant qu'il y a l'insécurité. Et c'est pourquoi, justement, vous voyez, j'ai vu le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas, envisager la reprise de dialogue, en tout cas, ou bien comment, en tout cas, une réflexion, comment... On ne peut pas en fait ouvrir les écoles dans ces localités tant qu'en tout cas les gens n'ont pas la garantie de la sécurité. Donc ça en fait ce qui fait que ici l'insécurité tire nos efforts vers le bas. Ça va longtemps en tout cas des années, tous ces enfants qui ne vont pas à l'école. Ces enfants aujourd'hui certains, celui qui doit être pendant, il perd 3 ans, 2 ans, 4 ans. Vous voyez, tout ce retard-là, c'est ce que ça fait. Oui, donc ça va faire beaucoup de ratés. Au niveau sanitaire, lorsque effectivement les gens bénéficient de ces services sociaux, il n'y a plus ça. Donc ce qui fait que véritablement, tant que la situation sécuritaire se dégrade, c'est la vie qui est réduite, en tout cas en termes de qualité. Les gens perdent le goût à la vie. Et ça donne tout cela, tout simplement, il faut souhaiter que vraiment les autorités puissent mettre en tout cas les moyens, en tout cas, à la disposition des forces et de sécurité, qu'on puisse vraiment permettre aux personnes de rester sur place, les écoles, les centres de santé, qui puissent vraiment bénéficier d'une vie normale. Merci bien. Donc, dernier sujet du forum de la presse de ce jour, sujet santé. Octobre rose, un mois qui est de par le monde entier dédié à la lutte contre le cancer. Cette maladie se manifeste aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est le cas par exemple du cancer du sein qui touche les hommes et les femmes, mais il est plus fréquent chez les femmes. Et dans la majorité des cas, le développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour se manifester. Je vous propose à cet effet d'écouter Aïssata Diakité. Elle est la chargée de communication de SOS Cancer, interrogée par notre reporter Rafika Taher. En ce qui concerne le dépistage, en 2021, il y a eu 1793 femmes qui ont fréquenté le centre et il y a eu 1348 dépistés. Pour l'année 2022, il y a eu 966
femmes qui ont été dépistées. Le nombre de fréquentations a diminué de 2021 à août 2022. C'est parce que les sensibilisations ont diminué et les femmes ont un peu peur de venir se faire dépister pour ne pas entendre un mauvais résultat. Il y a ça aussi. Le cancer du sein touche aussi les hommes, mais un faible taux. Il faut qu'elles fassent un effort pour venir se faire dépister. Il faut qu'elles sachent que le cancer du sein a au moins 10 à 15 années de vie latente. Donc, si elles venaient se faire dépister, on allait découvrir tôt la maladie. Alors donc, vous venez d'écouter la chargée de communication de SOS Cancer Niger sur la maladie, le cancer qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Mais Mouna, vous, que dire sur cette maladie qui constitue vraiment un véritable problème de santé publique ici au Niger? Oui, vous l'avez dit, Nefissa, c'est un véritable problème de santé publique ici au Niger. Et j'ai comme l'impression qu'avec tous les efforts que SOS Cancer est en train de faire, SOS Cancer, c'est une ONG. Une ONG. L'ONG SOS Cancer, depuis des années, en train de lutter pour que, à travers des sensibilisations, pour que les femmes et les hommes puissent prendre conscience de la gravité donc, de cette maladie. Vous l'avez écouté, elle l'a dit ces dernières années. Le centre est moins fréquenté parce que... C'est ça le plus grand problème, les femmes ne partent pas se faire dépister. Les femmes ne partent pas se faire dépister parce qu'elles ont peur des résultats qui vont sortir. Mais moi, je pense que en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, ces femmes peuvent se faire dépister, mais c'est le traitement. Le traitement, aujourd'hui, qu'il faut voir. Le traitement de cette maladie coûte très cher, Nafissa. Ça coûte très cher. Et aujourd'hui, pour une femme qui n'a pas de revenus, comment est-ce qu'elle peut faire face au traitement donc, de cette maladie? Et généralement, c'est une maladie qui touche les femmes qui sont dans des zones rurales, qui sont dans une situation de pauvreté. C'est ça aussi. La majorité de ces femmes viennent des endroits où pratiquement c'est des endroits ce sont des femmes qui ne partent pas se faire dépister, des femmes vulnérables qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas un environnement sain, parce que tout cela contribue également à faire en sorte que cette maladie prenne de l'ampleur. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment de revenir avec la sensibilisation, mettre à l'appui donc les médias pour mieux sensibiliser, les réseaux sociaux et tout, pour que ces femmes-là puissent entendre le message de SOS Cancer et de venir se faire dépister. Justement, c'est l'objectif de la célébration d'Octobre Rose à travers le monde. Mais ici au Niger, qu'est-ce que vous pensez des actions qui sont menées pour célébrer Octobre Rose? Mais c'est ça, à chaque fois, c'est les mêmes activités que nous voyons. C'est d'abord la célébration. Après la célébration, on parle de 2-3 jours de dépistage gratuit. Mais après, le mois d'octobre finit comme ça, on n'entend plus parler de ça. Donc, c'est juste un début. Il y a un engouement, un début, une volonté de faire. Après, on n'entend rien, on ne voit rien. Donc, ça aussi, normalement, quand on dit c'est mois d'octobre rose, c'est du 1er octobre jusqu'au 30 octobre que ça devrait s'arrêter. Et ça ne devrait même pas s'arrêter voilà, au mois mais uniquement, continuer les activités juste pendant ce et faire mois, en sorte que vous atteigniez aussi ces femmes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir, ne serait-ce que l'information à travers nos médias, aller au plus profond donc, du pays pour pouvoir les sensibiliser par rapport à cette maladie. Et sensibiliser également les hommes. Parce que là, elle n'a pas parlé. Le plus grand problème chez les hommes, le cancer, ce n'est pas le cancer du sein, mais c'est le cancer de la prostate. Oui. C'est ça aussi. Donc, il faut en même temps sensibiliser les hommes, sensibiliser les femmes, et parce que là,
En fait, le gros problème, même si la femme veut aller se faire dépister, quand la femme n'a pas l'accord de son mari, c'est aussi difficile. Donc, il faut amener le chef du foyer à sensibiliser le chef du foyer pour que ce chef du foyer puisse également accorder cette opportunité à sa femme pour aller se faire dépister et l'accompagner au cas où elle est dépistée positive. Alors le cancer, un véritable problème de santé ici au Niger qui nécessite un traitement coûteux. C'est du coup, que pensez-vous vraiment de la situation de tous ces malades de cancer ici au Niger? Je ne peux qu'avoir une pensée pour ces derniers. Vous l'avez si bien dit, Octobre Rose, qui se limite à la célébration soit à l'échelle nationale ou internationale de la journée, suivi de quelques séances de dépistage, et puis nada. Il faut octobre prochain, si Dieu prête longue vie, pour en reparler. Et la preuve, la dame en a parlé de cette chute vertigineuse de la fréquentation du centre. Et du coup, ça impacte. Imaginez, la célébration ne se fait que seulement ici à Niamey. Et elle passe de sensibilisation, même c'est insuffisant. Elle passe même à la limite inaperçue. Pourquoi pas choisir une localité, Tizon-Kourégé, aller célébrer, aller dans le milieu rural, leur expliquer de long en large tout l'avantage que ces femmes, aussi bien ces femmes que ces hommes ont, de se faire dépister. Et surtout que le traitement, la prise en charge, elle est extrêmement chère et je pense qu'elle doit être inscrite dans une certaine durée. Ça veut dire qu'il y a un sérieux travail à faire. La copie doit être revue. Il ne faut pas se limiter à une célébration, une journée et puis des séances de sapage. Il faut l'année prochaine. Les ONG, associations qui luttent contre cette maladie. L'État en premier. Ensuite, les ONG partenaires, vraiment, ils doivent aller dans un milieu rural pour rencontrer ces femmes-là. Parce qu'aujourd'hui, comme me disent que non, ces femmes-là ont peur de venir, non seulement elles ne viennent pas, celles qui aimeraient venir, elles ont cette peur-là de se faire dépister positif. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux travail à faire. En tout cas, ce qui a été fait, c'est que l'effet escompté ne s'est pas produit. Donc c'est pour ça que je dis l'État en premier, ensuite tous les acteurs, les acteurs œuvrant dans le domaine. Moi je pense qu'ils doivent créer cette synergie-là pour revoir la copie quant à la célébration, la prise en charge, le dépistage et le traitement. Imaginez quelqu'un non seulement qui a du mal ou bien qui est réticent à venir se faire dépister, qu'elle vienne se faire dépister ou bien qu'il vienne se faire dépister, qu'on lui dise bon voilà c'est le cancer. La prise en charge va se faire comment? C'est pour ça vraiment l'État doit prendre toutes ces... Et malheureusement c'est une maladie même qui touche les tout petits même maintenant. Donc vraiment occasion vraiment pour ratisser large tous les acteurs et vraiment revoir la copie de la célébration de cette journée qui ne doit pas se limiter au seul mois d'octobre. La preuve, vous avez vu la chute vertigineuse de la fréquentation du centre. Donc vraiment beaucoup reste à faire, vivement que les uns et les autres se ressaisissent pour que vraiment non seulement nous assistions à une hausse de la fréquentation, mieux à une réduction du taux de cette maladie, vous l'avez si bien dit, qui désormais constitue un sérieux et un véritable problème de santé publique. Oui, parlant même de la prise en charge, il y a un centre de lutte contre cette maladie qui a été inauguré en 2021 et selon le ministre de la Santé publique, Dr Ilyassou, la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie de cancer sont effectives au Niger. El Hadj Mohamedou Suleiman, à la date d'aujourd'hui, que pensez-vous des prestations de ce centre? Je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais quand même, la bonne pratique, c'était qu'à un moment, les spécialistes, notamment l'oncologue Dr Dile Ismouha, qui a une association justement de lutte contre le cancer absolument, qui font de la prévention. Parce que je pense que c'est cela le plus important, sensibiliser pour prévenir. Parce que, comme l'a dit Memouna, lorsque on est malade du cancer, c'est déjà, la situation est déjà dégradée parce que ça coûte cher, le traitement est très lourd. Donc, travaillons beaucoup, en tout cas, selon nos moyens, d'abord par la sensibilisation, donc la prévention. Voilà l'effort vraiment à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de ONG qui s'intéressent à cette... absolument. Ces ONG, on doit avoir sur le terrain justement faire l'effort de sensibiliser à travers les médias, à travers les radios communautaires. En tout cas, elle a dit effectivement, beaucoup, en tout cas la majorité des femmes qui sont
rural, effectivement, ignore souvent l'élémentaire, en tout cas le rudiment. Absolument, les symptômes. Donc, il faut aller jusqu'au village donc, pour dépister. Donc, c'est comme ça qu'on peut prévenir, en tout cas. Sinon, effectivement, faire seulement le mois d'octobre rose, ça passe comme vraiment du folklore. Ça ne peut pas impacter beaucoup la situation. Donc, il faudrait que, en tout cas, tous ceux qui travaillent, ceux qui font pour chercher les moyens, il faudrait donc davantage, en tout cas, mettre cet argent pour sensibiliser, pour en tout cas prévenir. À l'exemple de certains pays où c'est une prise en charge même continue qui est assurée à certains malades du cancer. Ici au Niger, les malades sont recasés dans le centre un temps, je ne sais pas. Avant même d'en arriver à la prise en charge, moi je pense qu'il faut tabler beaucoup sur la sensibilisation en mettant à contribution vraiment les médias et les radios communautaires. Parce que la prise en charge, elle est coûteuse. Donc avant d'en arriver, moi je pense que c'est un travail de fond qui doit être mené à travers une sensibilisation accrue. Quand on dit que tu as le cancer, en fait, déjà, vous voyez ce que ça veut. C'est terrible, vous savez que les gens pensent que... Psychologiquement, vous êtes abattu. Et même dans la société, la population. C'est la fin. Tout à fait. Donc tout ça, il faut sensibiliser les gens en tout cas. Il a dit par exemple, vous voyez, dans notre milieu, cancer de la prostate, vous voyez, les gens entendent parler, mais vous voyez, il n'y a pas ce risque d'aller tout simplement se faire dépister, se consulter, vous voyez, tout cela c'est important. C'est important, il faut sensibiliser les gens en tout cas, puisque c'est grave quand la maladie arrive, donc il faut tout simplement que les gens ont le rudiment en tout cas, ce réflexe en tout cas d'aller en tout cas tout simplement prévenir. Il faut d'abord faire connaître la maladie à ces populations-là. Après, passer à la sensibilisation. Parce qu'il ne suffit pas d'aller sensibiliser et que ces populations ne connaissent pas les symptômes. Mais la maladie même en tant que telle, c'est quoi? Il faut essayer d'expliquer le cancer à ces populations-là. Il y a différentes formes de cancer. Donc, il faut que ces populations connaissent les différentes formes de cancer et également la gravité de cette maladie en cas où ça t'attrape. Donc, et prévenir également, il y a des mécanismes de prévention pour cette maladie. Non, on peut prévenir par l'hygiène, on peut prévenir par l'alimentation. Il y a des aliments qui sont recommandés, en tout cas, pour prévenir ce genre de maladies. Le centre a été créé, mais créé pour qui? Je ne pense pas que c'est créé en tout cas pour peut-être une pauvre femme qui se trouve à quelques kilomètres, combien de kilomètres de Niamey, et qui n'a pas la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, le seul fait aujourd'hui de rentrer dans un centre de santé et ne pas trouver quelqu'un, une connaissance ou quelqu'un, la prise en charge est très difficile. Effectivement. La prise en charge est très difficile. On a l'habitude de voir des femmes qui sont banalisées. Parce que tout simplement, là où elles proviennent, et là où elles sont venues se faire traiter, elles n'ont pas le soutien ou elles n'ont pas une connaissance de quelqu'un là-bas qui peuvent rapidement... C'est un peu compliqué. Donc, il ne faut pas se cacher aussi la réalité des choses. Le centre, on sait que le centre est implanté ici à Niamey, mais en région, peut-être on peut délocaliser ou bien avoir des annexes pour prendre en charge... À défaut même, parce que l'État peut-être que pourrait voir ça assez coûteux, c'est... D'où la nécessité de former assez d'oncologues. Ainsi, ces données pourront être repartis, même pas au niveau des régions et au niveau des départements. C'est dès à présent vraiment mettre l'accent sur la formation des spécialistes. Beaucoup doit être fait et revu. Beaucoup doit être... C'est pour ça que je dis qu'il ne suffit pas de venir octobre rose ou octobre jaune, je ne sais pas quoi. Mais vraiment, c'est de vraiment créer les conditions en sensibilisant pour que vraiment cela puisse faire un écolage, que les gens sachent à quoi s'en tenir demain. Beaucoup donc doit être fait pour lutter contre cette maladie, le cancer, qui constitue donc un problème de santé majeur au Niger. Et c'est ici donc que prend fin le forum de la presse de ce jour. Nous étions en compagnie de Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Sidik Ousmane Doumbia, journaliste indépendant également, et El Haj Mohamed Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15, vous suivrez les forums en Hausa et Zarma de Studio Kalangu. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo c'est Nisaka. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous et à toutes.